Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Macky Sall tranche le débat sur la fin de son mandat. Le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal, a déclaré le président de la République. Le chef de l'État l'a nettement indiqué face à la presse ce jeudi. Le dialogue où le Conseil constitutionnel détermineront la date de la prochaine élection présidentielle. C'est le seul titre de cette édition, décryptage avec Maître Oumar Youm, le ministre des Forces armées. Bienvenue à tous. Le 2 avril, je mets fin à mes fonctions à la tête du Sénégal. Déclaration du président Macky Sall ce jeudi face à la presse. Le dialogue entre les forces vives de la nation va déterminer la date de la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Dialogue prévu à partir de lundi prochain. Ibrahim Andorg. Précision pour lever des équivoques. Devant la presse, le président Macky Sall se veut clair. Pas question de ne pas respecter la Constitution telle que prévue par l'article 36 de la Charte fondamentale. J'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et je dis ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Une réponse claire et sans ambiguïté pour un président qui aura dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes. Et donc, je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. Alors, quelle sera la date de la prochaine élection présidentielle? Attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc tout est lié et il faut juste patienter. Et d'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après le 2. Un face-à-face avec la presse pour évoquer des questions d'actualité avec comme seul objectif édifier les Sénégalais sur certaines zones d'ombre. Tranché, c'est un débat qui... Le dialogue national sur la tenue de l'élection présidentielle se tient à partir de lundi prochain. Le président Macky Sall a annoncé lors de ce face-à-face avec la presse nationale, toutes les forces vives de la nation sont conviées, y compris les candidats dits spoliés. L'unique candidat actuellement en prison, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pourrait même bénéficier d'une liberté provisoire avant le dialogue. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute.
Parce qu'aujourd'hui, c'est seul le dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidat qui refuse le dialogue. Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Maître Oumarioum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre des Forces armées, vous êtes également membre de l'APR, maire de Thiadiaye, vous êtes avocat. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce du président de la République qui dit qu'il quitte ses fonctions de président de la République à partir du 2 avril? Je l'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction. Le président de la République, je pense, a été extrêmement clair sur la question. Il était question de lui faire porter une ambition qu'il n'avait pas. Il l'a clarifié de manière, je pense, un peu plus nette et précise. Ambition de s'agripper au pouvoir. Après alors pourtant que, d'abord, le processus historique, c'est que depuis très longtemps, il fait savoir aux Sénégalais que ce n'est pas un pouvoiriste. Il est arrivé au pouvoir alors qu'il avait un mandat de 7 ans. Il a tenté, malgré lui, malgré les conseils que certains lui donnaient, de réduire son mandat. C'est sur la base d'un avis décisionnel du Conseil constitutionnel que cette volonté a échoué. Il a fixé dans la Constitution des clauses qu'on appelle d'éternité ou intangibles qui ne permettent pas de discuter outre mesure sur la durée des mandats et sur leur caractère constitutif, ce qui était un problème au Sénégal. Je pense que la Constitution qui a été modifiée en 2016 a clairement spécifié qu'aujourd'hui au Sénégal, on ne peut plus avoir, en tout cas si on reste dans l'ordre constitutionnel qui est en vigueur, des problèmes liés à des durées de mandat ou à le renouvellement de mandat, ce qui était problématique. Je rappelle qu'en 2011, nous avons eu une crise démocratique assez aiguë par rapport justement à ces renouvellements de mandat. Il l'a également réitéré le 3 juillet 2023, en dépit de l'insistance de ses partisans, de la coalition, de l'APR, des maires. Il a clairement dit que je tiens à mon code d'honneur. Je l'ai écrit dans un ouvrage que j'ai publié et signé, dédicacé à certains. Je ne compte pas m'éterniser au pouvoir, je ne compte pas m'agripper au pouvoir. Je vais faire 2 mandats et après, je vais faire autre chose. Dans son message en pleine crise, le 3 février 2024, il l'a également réitéré, je ne serai pas candidat aux prochaines élections. Je pense que pour ceux qui voient ce qu'il fait et qui le côtoient, nous pouvons dire que dans sa tête, c'était clairement qu'il n'allait pas aller au-delà du 2 avril. Et pourtant, beaucoup avaient pensé... Malgré les supputations, les accusations, les suspicions, je pense que le président aujourd'hui a délivré des éléments de langage extrêmement clairs qui montrent qu'effectivement, c'est un homme qui est foncièrement attaché à la démocratie et au respect de la Constitution. Et cela ne fait que le grandir. Alors, il est évident qu'il y aura encore des questions qui seront posées, parce qu'après le 2 avril, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le président
fait confiance au génie du peuple sénégalais, qui a toujours montré en des périodes de crise, et c'est ça qui permet de mesurer la résilience des peuples, que nous sommes un peuple intelligent, attaché à la démocratie, et nous savons pouvoir trouver dans nos ressources, qui nous sont propres, de dialogue, de concertation, de dialogue, les solutions en dépit de la complexité et de la gravité des situations. Alors, que ce soit au sein de l'opposition que dans le camp du pouvoir, après la décision de l'Assemblée nationale, je rappelle que vous avez été député, vice-président de l'Assemblée nationale avant d'être nommé ministre des Forces armées. Certains appuyaient sur des leviers pour amener sans doute le président à prolonger un quelconque mandat. Personnellement, est-ce que vous êtes surpris par sa décision, vous qui l'avez côtoyé depuis fort longtemps en tant que directeur de cabinet? Je sais que on ne va pas refaire l'histoire. L'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, a pris la résolution et la décision de faire voter une loi qui devrait être une autorisation spéciale pour déroger à la Constitution, le temps de trouver des solutions nous permettant justement d'être réconciliés avec l'ordre constitutionnel, de pouvoir faire le travail et poursuivre une procédure d'élection qui devrait être une élection inclusive, ça veut dire moins de contestation possible. Je rappelle que sur quand même 90 candidats, 46 ont considéré qu'ils ont été écartés des règles du jeu sur des considérations qui étaient contestables, ce qui est quand même une moyenne assez importante. Parmi les autres qui n'ont pas finalement été sélectionnés par le Conseil constitutionnel dans sa décision par laquelle le Conseil a arrêté la liste des candidats, il y a quand même un candidat majeur qui appartient à une très grande coalition, un grand parti historique du Sénégal, qui est un acteur clé de notre démocratie aujourd'hui, qui considère que la décision qu'il a écartée était une décision qui n'était pas acceptable, parce qu'il ne jugeait qu'au moment de la décision d'une seule et unique nationalité. À côté, on a eu une dame qui a été retenue par la décision du Conseil constitutionnel. Et cette dame-là, malheureusement, par la suite, les événements ont montré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour compétir à une élection présidentielle au Sénégal. Et donc, ça veut dire simplement qu'effectivement, il y a eu des problèmes sérieux qu'il fallait adresser. Et je pense que le président, conscient du fait qu'il fallait éviter des contestations avant l'élection, de par son expérience, de sa connaissance de l'État du Sénégal et des Sénégalais, a voulu éviter le pire au pays. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale a engagé une procédure législative sur la base du respect de la Constitution, qui lui donne la possibilité de pouvoir déroger, comme l'Assemblée nationale a aussi la possibilité de pouvoir réviser ou modifier la Constitution. C'est des techniques qui sont prévues par les dispositions qui nous gouvernent. C'est vrai, le Conseil constitutionnel, comme seul juge de l'interprétation de la Constitution, sur la base de considérations et de principes généraux que toutes les juridictions du Sénégal partagent, a estimé que cette loi constitutionnelle n'était pas conforme à la Constitution. Le président de la République en a pris acte. Et je pense que ça aussi, ça confirme son attachement à la démocratie, au respect du bon fonctionnement des institutions, et donc à essayer de trouver les mécanismes qui nous permettent de sortir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas nous fonder sur les ressources de cette décision du Conseil constitutionnel pour pouvoir dire chef, décider de la date de l'élection. Je pense que le président l'a compris. Oui. C'est pourquoi il veut justement mettre en œuvre de la manière la plus intelligente, la plus satisfaisante possible, cette décision du Conseil constitutionnel lui permettant justement de fixer une date pour les élections sans contestation, sans heurts, en essayant de réconcilier les intérêts qui sont des intérêts divergents pour le moment, parce que 46 candidats considèrent qu'ils doivent participer. Et nous sommes dans une démocratie qui est par essence adossée à l'accès au suffrage universel. Bien sûr, on a vu des exemples de pays où le processus électoral, préélectoral, a conduit à des situations assez difficiles. Autour de nous, on ne va pas les citer. Mais certains
pensé que, est-ce que le président était contraint à donner un avis favorable à cette volonté de l'Assemblée nationale et ce groupe parlementaire-là pour demander qu'on revoie un peu le processus électoral qui a abouti justement à ces décisions du Conseil constitutionnel. Parce que dans le message aujourd'hui du président, il semble dire aux acteurs politiques, prenez vos responsabilités, et au Conseil constitutionnel, le moment venu également de prendre ses responsabilités pour organiser les élections. Je pense que c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a considéré qu'il appartenait aux autorités compétentes de pouvoir fixer dans les meilleurs délais la date de la prochaine élection présidentielle. Les autorités compétentes, par essence, c'est une chaîne d'acteurs compétents. Il y a le président de la République, le ministre de l'Intérieur à travers différents arrêtés, la Sénat, l'Assemblée nationale s'il faudrait modifier le code électoral. Mais je suis sûr que tous ces acteurs-là auront les réponses qu'il faut à l'issue de ce dialogue que le président souhaite, un dialogue ouvert, sincère, nous permettant justement d'oublier nos clivages, nos positions personnelles pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une élection inclusive, apaisée, nous permettant de faire les meilleurs choix dans une atmosphère de tranquillité qui va préserver la paix publique au Sénégal. Alors, les hommes politiques sont face à leurs responsabilités. Le président l'a bien indiqué, mais il a lancé un appel à la paix. Le Sénégal reste un pays de paix. Le président de la République l'a réaffirmé. Le chef de l'État a en outre remercié les partenaires qui l'ont accompagné depuis 12 ans afin de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall les invite à soutenir davantage le Sénégal, quel que soit le prochain président élu. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis en 12 ans d'apporter ma contribution dans la construction nationale. M'a permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan Sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de trouble, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui a été moins, ce qu'il faut améliorer. Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le meilleur gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement puisque j'ai bénéficié pendant ces 12 dernières années de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit. Sans les facilités, la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc, je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Je fais bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. Et j'ai souhaité d'ailleurs lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Le président Macky Sall a déploré la campagne médiatique internationale lui prêtant des intentions qu'il ne saurait avoir. Nous l'écoutons. Je l'accueille avec beaucoup de peine parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes lorsqu'il se passe
quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Là, le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable État de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a voté. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit. Donc pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelable une fois. J'ai refusé d'être tenté par un 3e mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir? Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc je dénonce ce fait. Monsieur le ministre, donc, dialogue des institutions, renforcement de la démocratie, c'est deux équilibres à gérer dans un pays comme le Sénégal, qui se veut une référence en la matière. Est-ce que, question précise sur l'avis, par exemple, de l'Assemblée nationale qui a conduit à cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce que le président a été obligé de répondre favorablement en abrogeant ce décret, justement? Parce que l'Assemblée nationale est dans son rôle. L'Assemblée nationale, c'est l'institution représentative de l'État et de la nation du Sénégal, incarnée par des députés qui sont élus au suffrage universel, et qui est la seule institution au Sénégal dotée de la capacité de voter des lois. C'est l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, par courtoisie républicaine, quand elle engage un processus législatif portant sur une loi avec une dimension constitutionnelle, est obligée de saisir le président de la République pour information. Le président de la République ne peut pas bloquer une initiative parlementaire de l'Assemblée nationale sans violer la loi. Il faut rappeler que la Constitution fait du président de la République le gardien de la Constitution et le garant du fonctionnement régulier des institutions. Donc ce que le président a fait, pour moi, est totalement conforme à la Constitution. Il a été informé, il a pris acte de cette décision en laissant l'initiative parlementaire à ceux qui doivent l'engager jusqu'au processus. Le Conseil constitutionnel a pris une décision, à tort ou à raison. Le président a estimé ne pas devoir faire des commentaires, a pris acte de la décision et a même précisé qu'il entend la mettre en œuvre pleinement. Je pense que ça, c'est clair. Donc, on est quand même dans une république. Chaque institution a un rôle à jouer et les rôles ont été bien joués par toutes les institutions. Il appartient maintenant au peuple sénégalais, à travers les instruments du dialogue, de tirer les conséquences de cette situation. Le Conseil constitutionnel a voulu éviter une dérogation à la Constitution. Nous y sommes. On est
dans un ordre dérogatoire à la Constitution. Donc ça veut dire simplement qu'effectivement, il est possible de pouvoir déroger à la Constitution. Et ça, c'est dans la décision du Conseil constitutionnel constatant l'impossibilité de tenir l'élection au 25 février 2024 et en proposant que des délais soient trouvés pour fixer une nouvelle date pour cette élection. Est-ce que le président Macky Sall a parlé de cette image qu'on a voulu donner de lui au niveau international avec cette campagne médiatique dont il fait allusion? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé malgré le regret de certains actes qui ont conduit à des pertes de vie ou à des dégâts matériels, est-ce que l'image du Sénégal reste grandie aujourd'hui à travers le monde? Parce que sans doute aujourd'hui, le monde entier avait les yeux rivés sur notre pays. C'est ce qui est regrettable. Je pense qu'un report d'une élection présidentielle, dans le contexte que je viens de vous décrire, ne devrait pas conduire à cette campagne de déstabilisation qui a totalement détruit l'image du pays. Je pense qu'on pourrait l'éviter. Vous êtes journaliste, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'organes de la presse internationale. Ils ne sont pas venus à un ou à deux. C'était des équipes qui étaient là durant cette période où le Sénégal avait besoin de plus d'explications, plus de calme, plus de sérénité, plus de lucidité. Ensemble, pour que nous puissions trouver les solutions. Malheureusement, je pense qu'il y a eu cet aspect de médiatisation à outrance qui a rajouté de l'huile sur le feu. Heureusement, nous avons su nous retenir tous ensemble pour mettre en avant le Sénégal et les intérêts du Sénégal. Alors aujourd'hui, Maître Marium, qui a parlé? L'homme d'État, le chef de parti, on va le dire, ou le Sénégalais, ou l'Africain? Je pense qu'il a évité très subtilement de parler politique en tant que président d'une coalition ou de parti. Ce qu'il faut noter vraiment avec satisfaction, c'est que c'est un homme d'État qui a parlé. C'est un président de la République qui a parlé, un homme avisé qui veut conduire le Sénégal vers le passage de relais, mais un passage de relais tranquille, paisible, nous permettant justement, après le 2 avril 2024, de pouvoir encore continuer à cheminer ensemble dans la paix et la concorde nationale, dont le président de la République est le premier garant. Merci, Maître Marium, ministre des Forces armées, pour ce décryptage. Après justement ces déclarations du président Macky Sall face à la presse, le 2 avril, je mets fin à mes fonctions à la tête du Sénégal. Lundi prochain, début du dialogue pour déterminer la date de la prochaine élection présidentielle. Le Premier ministre a présidé ce jeudi une concertation revue avec la communauté universitaire, une démarche qui vise à assurer le déroulement normal des enseignements, comme indiqué dernièrement en Conseil des ministres. Les acteurs ont fait l'état des lieux dans ce secteur qui s'élargit, mais dont les ressources sont insuffisantes. Beaucoup de chantiers sont également inachevés et la dette des universités reste conséquente. Le Premier ministre a pris 11 mesures pour apporter les diligences nécessaires. La synthèse de Aram Daoud. Pour une concertation revue, la rencontre autour du Premier ministre a tenu ses promesses. La communauté universitaire, dans son étendue, a listé les mots et mots d'un secteur qui accueille, non sans difficulté, près de 270 000 étudiants. Et tous les aspects ont été abordés et j'ai commencé d'abord par présenter mes condoléances à la communauté universitaire et particulièrement au recteur de l'université Gaston Berger. Condoléances au nom du président de la République, du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais suite au décès de 2 étudiants. Comme je l'ai dit tantôt, on a eu un débat en profondeur. On devait se voir pour 2 heures de temps. Je pense qu'on a fait 4 heures parce que tous les acteurs sont intervenus. Et toutes les questions ont été soulevées et sur toutes les questions, le gouvernement a donné des éléments de réponse ou des assurances qui permettent d'aller de l'avant. Ces points de vigilance ont davantage été étayés par les recteurs, les directeurs généraux, directeurs de CROUS et d'ISEP. Le Premier ministre recommande d'accélérer les chantiers prioritaires et d'apurer les milliards de dettes qui assaillent les universités. Le ministre des Finances soumettra à validation un planning d'apurement des dettes fiscales, sociales et des dépenses permanentes eau, électricité,
des universités ainsi que des dettes dues aux repreneurs. Il procédera à un audit des dépenses sociales en vue de mettre en place un mécanisme de rationalisation. Quatrième mesure, le ministre de l'Enseignement supérieur prendra en relation avec les instances académiques des universités les mesures idoines pour le réajustement du calendrier universitaire. Cinquième mesure, le ministre de l'Enseignement supérieur soumettra à validation un plan spécial de recrutement de nouveaux personnels d'enseignement et de recherche en tenant compte des besoins de chaque université. Sixièmement, le ministre de l'Enseignement supérieur soumettra à validation les conclusions de l'étude prospective sur les flux d'étudiants en master et doctorat en vue d'améliorer les taux d'encadrement. D'autres chantiers à finir, le lancement du premier satellite sénégalais, Gaindesat, la mise en service du supercalculateur, les résidences des campus sociaux. Le Premier ministre a insisté dans les 11 mesures sur les diligences à y apporter. Électrification rurale, le village de Alana, dans la commune de Bokiladi, département de Canel, vient d'être doté d'une mini-centrale solaire de dernière génération, donc coût de 200 millions de francs CFA. Elle a une puissance de 90 kW. Le directeur général de l'ASER a inauguré l'infrastructure, fruit de la coopération entre le gouvernement allemand et sénégalais. Ibrahima Pabidjedjou. À partir de Bondi, nous prenons cette piste qui mène directement au village de Alana. Il est niché dans le Ferlo oriental, à une vingtaine de kilomètres de Bakel et à plus de 140 kilomètres de la commune de Matam. À l'arrivée, c'est une mini-centrale imposante qui attire l'attention. Elle va désormais permettre une meilleure fourniture en électricité. Chaque panneau solaire a une puissance de 410 watts crête. Donc nous avons ces panneaux qui sont de type monocristallin. Donc monocristallin qui ont un rendement un peu supérieur aux panneaux polycristallins qu'on a l'habitude d'installer dans nos centrales solaires. Donc nous avons ces parcs de panneaux qui produisent en ensoleillement de l'électricité et qui l'injectent directement au niveau du réseau pour être distribués au niveau du village pour la consommation. D'un coût estimé à plus de 200 millions de nos francs, cette réalisation s'inscrit dans le vaste programme d'électrification rurale entamé par l'État du Sénégal et son partenaire via l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER. Un financement du gouvernement allemand à travers la KfW pour un financement de 120 millions d'euros. Donc c'est 79 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal a mobilisé pour électrifier près de 300 villages. Bon, avec la combinaison des villages, mais également l'optimisation des coûts, nous allons arriver à pratiquement 400 villages. Comme vous le savez, le Sénégal ambitionne de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025. Ici à Alana, la particularité, c'est qu'on avait d'abord une mini-centrale qui était installée depuis 2022, qui n'arrivait pas à couvrir les besoins des populations. Comme vous le savez, la demande, elle augmente très vite. Donc nous avons fait un repowering, c'est-à-dire une augmentation conséquente de la puissance, en ajoutant une deuxième mini-centrale qui fait le double de celle qui était là. Donc on avait 30 kW, là on vient d'ajouter 60 kW, ce qui fait une capacité de 90 kW. Les populations ont exprimé toute leur satisfaction à l'endroit de l'État du Sénégal et aux partenaires. La centrale est venue à point nommé. Vous savez, dans la population de Alana, c'est une population qui est très reculée, n'est-ce pas? Très même éloignée même de la commune, n'est-ce pas? Maintenant, venir nous installer aujourd'hui, maintenant une centrale solaire comme cette centrale solaire, nous en fait que nous réussissions encore. L'électrification rurale demeure un des défis de l'État du Sénégal. Dans la région de Matam, plus de 38 villages ont été électrifiés par l'ASER et ses partenaires comme l'Union européenne. À Tambacounda, ils sont 40 villages à bénéficier aussi de ce programme. Oudala est également bénéficié de ce programme d'une mini-centrale solaire de 186 kW. Elle est la plus grande de toutes les autres déjà installées par l'ASER dans le cadre du projet d'électrification rurale des 300 villages. Cette mini-centrale a été inaugurée hier par le directeur
général de laser. Nous restons avec Ibrahima Pabidjedjou. Parmi les mini-centrales solaires installées par laser dans le cadre du programme d'électrification de 300 villages, c'est celle-ci qui est sans doute la plus grande en termes de puissance. Elle fait le triple de la plupart des autres installations. Oudjalaï, c'est un chef-lieu commune et c'est un gros village. C'est pourquoi voilà, nous avons opté à installer cette grande centrale, comme vous voyez, composée d'à peu près 406 panneaux. Donc, c'est des panneaux de 410 watts crête, donc avec une puissance installée de 186 kW crête. Et si vous voyez, les panneaux sont raccordés en série. Pour sa sécurisation en période d'hivernage, elle est munie de parafoudres installés dans chaque rangée. Comme il pleut beaucoup pendant l'hivernage, quand on ne fait pas cette protection, on risque de perdre, par exemple, la moitié des panneaux solaires. L'énergie produite ici est canalisée dans le conteneur que vous voyez là-bas. C'est un conteneur vraiment isolé thermiquement. Donc cette centrale est normalement couplée au réseau BT que vous voyez, qui amène l'énergie auprès des usagers, les populations, voilà, pour pouvoir connecter tout leur matériel électroménager, que ce soit les climatiseurs, frigos, congélateurs, et même aussi pour ce qui est des activités génératrices de revenus comme aussi laser s'active sur ça. Elle est aussi dotée de dispositifs de télésurveillance et de télécontrôle. Et pour le DG de laser, ceci n'est que la matérialisation de la vision du chef de l'État, une vision soutenue par des partenaires. Le projet financé par la coopération allemande à hauteur de 80 milliards, 79 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre de la politique d'accès universel à l'électricité prônée par le gouvernement et son Excellence, c'est le Président de la République, pour que les Sénégalais, partout où ils se trouvent dans le monde rural, puissent accéder à l'électricité à l'horizon 2025. Donc dans ce cadre, nous avons beaucoup de projets, notamment des projets d'énergie renouvelable financés par différents partenaires, l'Union européenne, la KfW, UPEC, la Banque islamique de développement, la BOAD et d'autres partenaires comme le Fonds d'Abu Dhabi qui nous accompagnent et le Fonds Vert Climat également qui nous accompagnent pour réaliser près de 1000 mini-centrales à travers le Sénégal. À côté de ce projet de mini-centrale solaire, un autre programme de raccordement de villages est également en cours. Les populations bénéficiaires ont pour leur part exprimé leur satisfaction. Il vit à Guédiawaye, il fabrique des meubles de maison à partir de fûts recyclés. Mamadou Bachir Baro, c'est son nom. Un menuisier métallique, un véritable artiste du métal. Nous l'avons trouvé dans son atelier. Il fait preuve d'imagination pour proposer à sa clientèle des chaises, canapés et autres produits à base de fûts métalliques. Amadou Diallo est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Le fer n'a presque plus de secret pour lui. Il en tisserait même des toiles. Mamadou Bachir Baro est artisan ou plutôt artiste du métal. Ce menuisier métallique crée à partir de fûts ses mobiliers de maison. Nous le trouvons dans son atelier en plein travail. Les fûts, il les perce, les coupe, les découpe et les façonne pour en sortir des chaises et des canapés. Tout un processus sans oublier la peinture et la décoration finale. Au début, on avait pris un pot de lait pour en faire un test et ça avait fonctionné. Je me suis dit que ça pouvait bien marcher avec un fût et c'est là que tout a commencé. Les fûts métalliques qu'il transforme, Mamadou les achète auprès des vulcanisateurs et des stations-service. Les fûts, je les achète auprès des vulgarisateurs ou bien auprès des stations-service. Je les récupère et les transforme. C'est un travail de groupe. Mamadou travaille avec l'aide de ses apprentis. Il s'agit avant tout pour eux de veiller à la satisfaction des clients.
Chacun a une tâche bien déterminée. On nettoie les fûts avant tout. On y met la peinture avec une première et une deuxième couche. On y met les pieds avant de mettre les coussins et autres accessoires. On achète l'éponge et le tissu avant d'agrafer. Nos produits sont sûrs. On les couvre par ce fil qui sert aussi de décoration. Dans son atelier, presque un laboratoire, Mamadou Bachir Baro, un vrai chef d'entreprise, continue à œuvrer au quotidien. Il garantit ainsi une qualité irréprochable à sa clientèle. Ces meubles d'exception à base de matériaux recyclés attirent bien des regards. Je vous propose à présent un voyage dans le sud du Sénégal pour le festin des Namport. Ce n'est pas le titre d'un livre ou d'un film, c'est plutôt la fête des canards. Des moments de retrouvailles pour les habitants de cette localité. C'est une façon également pour les populations de promouvoir le développement du tourisme en images. Mariama Bangoura nous plonge dans cette ambiance presque unique en Casamance. Enampor, une commune de l'arrondissement de Niassia, est le point de ralliement des ressortissants et autres visiteurs venus des 4 coins de Ziguinchor pour assister à la fête des canards. Delphine Diémé, fille de cette localité, vit depuis un moment en Espagne. En vacances dans son village natal, elle participe pour la première fois à ces festivités. J'ai beaucoup aimé. Je reviendrai la prochaine fois si je suis ici. L'ambiance, la vitalité et puis c'est un peu familial aussi. Une fête qui a coutume d'attirer de nombreux touristes amoureux de la culture de cette localité. On nous a dit qu'il y avait la fête du canard ici, donc on est venu en bateau et on est bien, on est surpris, on trouve ça vraiment chouette et c'est chouette pour nous de découvrir la culture d'ici, du Joola, et voir l'ambiance. Adrien Manga, maire et fils de la commune de Namport, est l'initiateur de la fête des canards. Depuis 16 ans, il organise cet événement dans le but de faire la promotion de sa commune. La fête des canards est un moyen pour Adrien d'attirer les touristes, mais aussi d'autres fils du terroir. Nous organisons cette fête pour faire la promotion de la commune. Vous voyez, ces dames, chacune apporte ce qu'elle a, des huîtres, du poisson, des crevettes, tout ce qu'elles peuvent commercialiser sur place pour booster l'économie locale. Je fais de l'élevage de canards, je pouvais bien les vendre et me faire de l'argent, mais je préfère organiser cette fête, les manger avec mes parents et les étrangers, en montrant ma culture à travers cette fête. La fête des canards a vécu avec une ambiance au rythme du folklore du Bandial. De la danse, des repas à base de canards bien garnis étaient au rendez-vous. Je vais vous parler, avant de terminer, d'un fait assez inédit, un lien qui dépasse les appartenances. 3 villages séparés par les frontières nationales, mais unis par des solides relations fraternelles. Arondou au Sénégal, Djonkoutouro en Mauritanie, Goutoubé au Mali, un bel exemple de l'intégration africaine qui traverse les générations. Voici le reportage de Mamoudou Sakine tiré du magazine Soninké de Abdoulaye Tandian. Regardez plutôt. Nichée à 35 km de Bakel, la bourgade de Arundou se dresse fièrement comme le dernier bastion sénégalais avant la frontière. Ce village unique, encadré au nord par Djoguntouro en Mauritanie et Goutoubé au Mali à l'est, est un témoignage de l'unité au-delà des frontières tracées par l'histoire coloniale. Goutoubé, Balou, Arundou, Djoguntouro, Goutoubé au Mali, Arundou au Sénégal et Djoguntouro en Mauritanie, c'est le même peuple. Rien ne peut nous séparer. Ces 3 villages entretiennent de solides relations fraternelles.
Ici, Sénégalais, Mauritaniens et Maliens partagent tout ensemble, au modèle d'intégration africaine où les frontières nationales s'effacent au profit des liens fraternels tissés au fil des siècles. Moi qui vous parle actuellement ici, j'ai mon fils aîné qui est là à Arundu et ma fille. Et j'ai mes autres enfants à Djoguntro. Il y a d'autres qui sont à Djoguntro, leur maman vient du Mali ou du Sénégal, vice-versa. Quand il y a un décès, si tous ces trois pays, et surtout ces trois villages qui sont là côte à côte, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, que ce soit au Mali ou au Sénégal ou en Mauritanie, quand il y a un mort, on l'enterre ensemble. Et même les baptêmes, on nous invite, puis en baptême, on fait le baptême. Fondé en 1075 par un certain Farbata Kokanouté, Arundu a survécu aux caprices de l'histoire. Originellement établi sur ce qui est aujourd'hui le territoire mauritanien, le village a traversé les âges, tissant son histoire au fil des générations. Le fondateur du village habitait du côté de l'autre rive. Il traversait le fleuve pour venir chasser. C'est ainsi qu'il a découvert cet emplacement, devenu aujourd'hui Arundu. Les années ont vu Arundu évoluer, se dotant d'infrastructures sociales essentielles grâce à l'initiative de ses émigrés. Écoles, postes de santé, maisons communautaires et brigades de gendarmerie. Malgré cette modernisation, l'agriculture demeure le cœur battant de son économie. Grâce à la terre, nous nous occupons de la scolarité de nos enfants. Notre souci, c'est le défaut de clients. Nous manquons également de magasins de stockage. Doté de vastes étendues de terres fertiles et bénéficiant de la proximité d'un fleuve nourricier, Arundu sollicite des moyens modernes pour révolutionner son agriculture. Nous avons compris que seule l'agriculture peut développer un pays. Nous avons des surfaces arables et de l'eau. Ce sont les moyens qui nous manquent. Peuplé majoritairement de Soninké, le village s'enrichit également de communautés Peul et Bambara. Fort d'une population estimée à 4750 habitants au dernier recensement, le village continue d'évoluer, porté par sa communauté et son héritage unique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous.